Dans un poste de pilotage, il y a deux pilotes qui se partagent le travail. Un pilote aux commandes, celui qui a les commandes. En anglais, on l'appelle pilot flying, le pilote qui pilote. Et puis le pilote qui supervise, pilot monitoring. Ça permet d'avoir un rôle croisé, des fonctions croisées qui sont très très efficaces en matière de sécurité. Et quand on perd cette organisation, eh bien on perd un niveau de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé. Bonjour à tous, bonjour les viewers, bonjour le chat, merci d'être là. Bonjour Gilles, fondateur, rédacteur en chef vénéré d'Aérobuzz. Ouais, ça ne nous rajeunit pas quand tu me présentes comme ça. Ouais. Jumpseat, l'émission où on parle d'aéronautique en direct. Bienvenue à tous. Jumpseat, où nous parlerons notamment d'articles qui ont été rédigés par la rédaction d'Aérobuzz, par les journalistes d'Aérobuzz, puisque Jumpseat est une filiale du grand groupe international aérobuzz.fr. Exactement. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va commencer par un incident grave sur lequel le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, a sorti récemment un rapport. Incident grave qui met en jeu un équipage de 2 pilotes d'Air France en avril 2022. Et il y aura quelques enseignements à en tirer. On va parler du trafic aérien qui a bien remonté la pente depuis l'époque Covid, des chiffres de l'association IATA. On va parler SAF, c'est-à-dire carburant d'aviation durable, et en particulier de SAF à l'aéroport du Bourget, l'aéroport d'affaires du Bourget, donc carburant d'aviation durable et aviation d'affaires. On va parler d'une série. Comment elle s'appelle cette série Masters of the Air. Masters of the Air. Donc ça, c'était la série qu'on attendait avec impatience, la série de Spielberg et Tom Hanks. Qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale avec les pilotes de B-17. Ouais, et on n'est pas déçus. Ouais. On va parler techno, on va parler technologie hydrogène, puisque le groupe Safran, le motoriste Safran et la jeune entreprise Turbotech ont mené des essais conjoints sur une turbine, sur un turbomoteur, avec de l'hydrogène. On va dire un mot de Bertrand Piccard. Voilà, donc on n'en parlera pas, puisqu'il y a un embargo, donc on ne parlera pas des projets de Bertrand Piccard, mais restez un moment avec nous, puis vous verrez, on n'en parlera pas tout à l'heure. On parlera de Daher, avionneur, fournisseur majeur d'aérostructures dans l'aéronautique. On en dira quelques mots puisque leur conférence de presse annuelle est prévue demain et puis il y a quelques attentes en termes d'infos, de résultats annuels. Bon, voilà, c'est quelque chose qui s'annonce intéressant, je pense. Daher, c'est le constructeur du TBM. Du TBM en particulier, du Kodiak désormais aussi. Kodiak aussi, ouais. Et puis impliqué aussi dans le projet EcoPulse, un projet de motorisation tout à fait innovante, projet EcoPulse avec Safran, justement dont on parlait tout à l'heure, Safran et Airbus. Et on ne dira pas que Daher fait partie également du projet de Bertrand Piccard. On ne dira pas, on ne pourra pas en parler. Et on terminera bien sûr avec nos prochaines émissions. On annoncera nos prochaines émissions. Voilà pour le programme. Alors à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Merci d'être là. À tous, continuez à nous suivre sur les réseaux Twitch, YouTube, X, ex-Twitter, TikTok, Instagram et tous les réseaux de la galaxie. Ça nous soutient. Oui. On continue à être actifs sur le chat et sur les réseaux sociaux. On compte sur vous. Gilles, est-ce qu'on peut se plonger dans ce rapport du BEA ? Ah oui, parce que c'est un incident qui a lieu, un incident grave, je crois que c'est comme ça que le présente le BEA, qui a eu lieu donc l'année dernière, tu le disais, à Roissy, un Boeing 777, donc le haut de gamme d'Air France. En finale, et il s'est passé quand même quelque chose d'assez grave que met en lumière donc ce rapport. Donc toi tu l'as lu, tu l'as décortiqué. Tout à fait, je l'ai décortiqué pour Aviation Week. Alors photo non contractuelle. Alors je prends quelques précautions parce qu'on parle de sécurité, donc je prends vraiment quelques précautions. Donc cette photo, c'est bien une photo bien sûr du poste de pilotage du Boeing 777, l'avion impliqué dans l'incident grave. C'est une photo qu'on a trouvée sur le site tout à fait officiel de Boeing. Par contre, c'est pas cet avion-là. C'est pas ce Boeing-là, cet avion-là d'Air France. La précision était utile. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on va commencer par poser un petit peu le décor. Dans un poste de pilotage, il y a 2 pilotes qui se partagent le travail, comme suit. Il y a un pilote aux commandes, un pilote qui agit, si tu veux. Donc c'est celui qui a le manche ? C'est celui qui a le manche, c'est ça, celui qui a les commandes. En anglais, on l'appelle pilot flying, le pilote qui pilote. Pour moi, ce serait ça. Et puis le pilote qui supervise, le pilot monitoring, pilote qui supervise. Ça permet d'avoir un rôle croisé, des fonctions croisées qui sont très très efficaces en matière de sécurité. Et quand on perd cette organisation croisée, eh bien on perd un niveau de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé à bord de ce Boeing, puisqu'à un moment, les 2 pilotes ont agi sur les commandes. C'est quelque chose qui est
normalement hors de question. Dans les procédures, c'est vraiment c'est hors de question. Il y en a un seul à la fois. Il est hors de question que les deux pilotes agissent à la fois sur les commandes. C'est inimaginable d'avoir deux pilotes qui tirent sur le manche en même temps, ou un pilote qui tire, un pilote qui pousse, ou un pilote qui serait sur la manette de gaz et l'autre qui serait sur le manche. Non, ça c'est tout à fait exclu. Alors on parle de manche, mais en l'occurrence sur un Boeing, c'est plus proche d'un volant. C'est un volant sur un Boeing 777, c'est un volant. Et donc ce qui s'est passé pendant l'incident, c'est ça, c'est une mauvaise coordination de l'équipage qui a duré quand même 53 secondes. Et comme toujours dans ces cas-là, puisque c'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive. Dans l'aéronautique, c'est rare, mais bon, de temps en temps, on va sortir un rapport là-dessus, sur ce qui est le terme consacré en anglais, c'est le dual input, action simultanée sur les commandes. Alors, il y a quand même un précédent grave, c'est le Rio-Paris, parce que là, c'était clair que pendant toute la phase de décrochage, qui a duré à peu près un peu plus de 4 minutes, il y avait deux pilotes qui avaient des actions antagonistes, et donc... Donc là aussi, c'était complètement anormal, mais bon, on était dans un cas de figure qui a été vraiment bien décortiqué, là, donc on ne va pas revenir dessus. Donc le Rio-Paris, on rappelle, c'était ce terrible accident d'un Airbus d'Air France en 2009. A330, là, ouais. Justement, à l'époque, bon, on ne va pas trop revenir dessus, mais bon, on pensait que, alors je vais plutôt faire le lien avec aujourd'hui, on a longtemps pensé que seuls les avions à commande de vol, des avions de vol qui ont des mini-manches, donc des mini-manches qui ressemblent à des joysticks. Autrement dit, donc l'A330 du Rio-Paris. On a longtemps pensé que c'était seulement sur ce type d'avion qu'on pouvait avoir le problème. Parce que on se disait, si les deux mini-manches ne sont pas synchronisées, c'est le cas des Airbus, il y a d'autres avions où les mini-manches, quand on bouge un mini-manche, l'autre bouge aussi. On a longtemps pensé que c'était sur les mini-manches non synchronisées, seulement dans ce cas-là, qu'on pouvait avoir des commandes opposées. Des actions opposées aux commandes, parce qu'on ne s'en rendait pas compte, parce qu'un pilote ne s'en rendait pas compte des actions de l'autre. Et on se rend compte, dans le cas de cet incident grave du Boeing 777, que même sur des commandes qui sont mécaniquement liées, ce sont quand même des commandes de vol électriques, mais au niveau du poste de pilotage, ce sont des commandes qui sont mécaniquement liées, et on peut quand même avoir le problème. On peut quand même l'avoir, et c'est très grave, puisque les pilotes ont cru à ce moment-là, et ça avait fait polémique au mois d'avril 2022, les pilotes avaient cru, de bonne foi, qu'ils faisaient face à un problème de fonctionnement, à un dysfonctionnement des commandes. Ils disaient, l'avion ne répond pas comme on aurait voulu. Et puis assez vite, le BEA a mis hors de cause le fonctionnement de l'avion, le fonctionnement de son système de commande de vol, et a mis le doigt sur un problème d'action opposée sur ces commandes de vol. Et comme souvent dans ces cas-là, alors heureusement c'est pas souvent, mais comme toujours on se dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Comment les pilotes peuvent-ils ne pas se rendre compte ? Alors c'est facile évidemment de critiquer ou de poser la question quand on est assis tranquillement dans le studio de Jumpseat, mais le fait est que c'est pas la première fois que ça arrive. Et dans les enseignements qu'on est en train de tirer, qu'on doit tirer, il y a par exemple une méconnaissance des systèmes, et là je vais répondre à Rachel Seat, merci Rachel Seat pour la bonne question, qui demande techniquement si c'est pas verrouillé. Eh bien, dans les enseignements qu'on va tirer, il y a cette méconnaissance du système, voilà, puisque au-delà d'une certaine force, si un pilote pousse et que l'autre pilote tire, par exemple, au-delà d'une certaine différence dans les forces qui sont appliquées, le système va mécaniquement se désynchroniser. Mécaniquement, les commandes de vol vont se séparer. Pourquoi c'est comme ça ? Ça permet de résoudre un éventuel problème de commande bloquée. Imaginons qu'il y a un manche bloqué à gauche, si on tire très fort à droite, on peut quand même commander, appliquer des actions. Qui prend le pas sur l'autre ? C'est la moyenne. En fait, le système fait la moyenne. Le système fait la moyenne des actions appliquées sur les commandes. Oui. Et ce système-là, donc c'est pas verrouillé. Pour répondre à Rachel Seat, c'est pas verrouillé. C'est un système de sécurité, justement. Si une commande de vol est bloquée à gauche, ça bloque pas celle de droite. Ça se déverrouille. Alors j'ai utilisé le terme désynchronisé. C'est le terme qui est utilisé en anglais. Je pense que déverrouiller, c'est peut-être mieux. Le lien mécanique se supprime. Et alors donc le BEA, donc le bureau d'enquête et d'analyse qui a étudié ce cas et qui en a tiré les conclusions, quelles recommandations il fait ? Alors, avant de parler de recommandations, je voulais bien compléter sur ce point-là. Les pilotes ne connaissaient pas ce principe de commandes qui peuvent fonctionner séparément. Ils ne connaissaient pas le principe des commandes qui peuvent agir en moyenne, et
pas de façon synchronisée. Et cette méconnaissance, pour moi, elle est terrible parce que pour un pilote, c'est aussi un ingénieur et un pilote doit connaître les systèmes de son avion. Alors, je jette pas la pierre au pilote. Ça ne faisait pas partie de la formation. C'est ça. Après, il doit le connaître, mais il faut qu'on lui ait appris. Exactement. D'où toutes les formations en simulateur qui sont faites pour ça, justement. Exactement. Et donc, c'est ce sur quoi le BEA en particulier met le doigt. Alors, pas que le BEA, Air France aussi. Alors, curieusement, dans le rapport, alors honnêtement, là, je pose la question, j'ai peut-être raté un changement dans la structure des rapports du BEA, mais il n'y a plus en tout cas pas dans celui-là, il n'y a pas de recommandations. Alors, il y a quand même des enseignements qui sont tirés de l'incident. Il y a les actions entreprises depuis l'incident. Mais je n'ai pas vu de chapitre recommandations. Parce que c'est la toute fin du rapport en général. Ce sont les recommandations. J'ai pas vu de recommandations. Néanmoins, donc Air France a demandé à Boeing de lui transmettre toutes les informations disponibles sur le fonctionnement du système. Et donc on s'est rendu compte que les pilotes, s'ils connaissaient pas ce fonctionnement, c'est qu'on leur avait pas appris. Ça faisait pas partie de la formation. Donc ça, c'est vraiment très curieux. Alors, encore une fois, on voit que le travail du BEA est vraiment crucial. Oui. Parce que donc, il fait évoluer la sécurité. On parlait donc de la 330 Le Rio-Paris. Après cet accident, il y a eu énormément de nouvelles procédures, de choses qui ont été révolutionnées dans la formation et l'entraînement des pilotes. Donc, évidemment, chez Air France, les pilotes sont tous repassés au simulateur de vol. Il y a eu des exercices vraiment précis, parce que là, il y avait également ce problème d'actions différentes, contradictoires, opposées sur les commandes. Et puis, surtout, mais c'est au niveau mondial cette fois-ci, c'est l'introduction de l'UPRT dans la formation et l'entraînement des pilotes. L'UPRT, je rappelle, c'est cette formation qui permet aux pilotes d'aller voir de se mettre dans des situations improbables. Sur les positions de l'avion en particulier. Voilà. Et surtout, comment on en sortir, comment prévenir. Quand on part en vrille, quand on est sur le dos, comment d'abord analyser, comprendre ce qui se passe et ensuite avoir les bonnes actions pour en sortir. C'est comment prévenir, comment empêcher l'avion de se retrouver dans une position anormale, au-delà de ce qui est habituel, et comment en sortir, effectivement. Voilà, c'est ça. Et donc on voit que chaque accident ou incident est complètement décortiqué et c'est comme ça que la sécurité progresse dans le transport aérien et d'une façon générale dans l'aviation. Il y a une inquiétude manifestée par le pilote aux commandes. Il a employé le mot bizarre. Il a employé le mot bizarre à un moment où les données de vol après coup, les paramètres de vol, n'indiquent rien de très bizarre dans l'attitude de l'avion. Bon, toujours est-il qu'il y a un truc qu'il n'a pas senti. Et ça a été le point de départ du problème. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est comment ils en sont sortis. Eh bien, c'est au moment où ils ont retrouvé la phraséologie standard, c'est-à-dire au moment où ils ont de nouveau appliqué une procédure standard, et en particulier le moment où le pilote, le commandant de bord qui était... Alors, il se trouve que le commandant de bord, c'était le pilote qui supervisait à ce moment-là. Quand il a retrouvé la phraséologie standard, quand il a dit « j'ai les commandes », eh bien, on est sorti de l'ambiguïté. L'autre pilote a lâché les commandes, et les rôles sont revenus à ce qu'ils auraient dû toujours être. Et donc, ils ont remis des gaz. Et ils ont fini la remise des gaz et ils se sont posés sans problème. Pardon, ce que j'avais oublié de préciser au début, effectivement, c'était bien en approche l'incident, mais c'était pendant une remise de gaz. C'est-à-dire, c'est pas pendant c'est pas je descends, j'ai un problème de coordination et donc je remets les gaz. Non, c'est je descends, il y a un truc bizarre, je décide de remettre les gaz et c'est pendant la remise des gaz. C'est pendant la remise des gaz que le problème de mauvaise coordination a causé quelques inquiétudes. Parce que la remise de gaz, je parle sous couvert là, de toute une série de pilotes professionnels là, qui nous écoutent et qui nous suivent. C'est une procédure avec un enchaînement d'actions vraiment très très précis. Oui. Une remise de gaz, c'est très très codifié. Et donc effectivement, c'est aussi... Alors, on a beau dire que c'est un événement habituel, les pilotes sont entraînés. Quand on vient de faire un vol de 10-12 heures, voire plus, et qu'on est en train de se poser qu'il faut refaire une remise de gaz, c'est jamais un événement banal. Et alors effectivement, c'était un vol long courrier qui, effectivement, la fatigue a pu jouer. Bien sûr. C'est tout à fait possible. Et d'une manière générale, on peut dire que le transport aérien a atteint un tel niveau de sécurité, bon depuis longtemps, c'est pas nouveau, mais a atteint un tel niveau de sécurité que
quand il y a un incident grave, un accident, eh bien les causes sont complexes. Et donc le rapport du BEA, ben oui, il faut se plonger dedans. C'est assez complexe, mais c'est passionnant. Alors quand je dis c'est complexe, c'est très très bien expliqué. C'est vraiment à la portée de tout un chacun. Ça, il existe en anglais et en français. Vraiment, je recommande la lecture du rapport du BEA. Donc dans les leçons à retenir, vraiment, il y a ces informations qui manquaient pour les pilotes et qu'Air France a demandé à Boeing de lui fournir. Boeing, de son côté, a rappelé l'importance de bien séparer tous les rôles, détaillé dans le rapport récent du BEA. Et alors, encore une fois, donc, le BEA comme le NTSB, ce sont vraiment des acteurs indispensables de la sécurité du transport aérien. Et donc, Fabrice est en train de travailler sur le rapport annuel du BEA concernant l'aviation générale. C'est-à-dire que ce travail que fait le BEA pour le transport aérien et sur... En l'occurrence le Boeing 777, il fait le même travail sur des ULM, sur des planeurs, sur des avions légers. C'est-à-dire que la sécurité dans l'aéronautique, il n'y a pas de petite sécurité ou de grande sécurité. C'est la même pour tout le monde. Et donc, le BEA, de ce côté-là, fait un travail remarquable. Pour toute la communauté aéronautique. Pour toute la communauté aéronautique. Donc, encore une fois, pour les pilotes, donc, il y avait dans la formation des pilotes, il n'était pas question du tout de ce problème éventuel d'action simultanée aux commandes. Action simultanée opposée ou pas d'ailleurs. Et puis on peut noter aussi que Air France s'est lancé dans la création d'une philosophie pour prévenir tout futur problème du même genre, tout futur événement du même genre. Et donc Air France compte s'appuyer sur pédagogie, formation. Et bien sûr, il s'agit de prévenir toute autre occurrence, tout autre événement dans toute la flotte, que ce soit ce type d'avion, le Boeing 777 ou un autre type d'avion, puisqu'on s'est rendu compte que c'est indépendant. Le problème peut arriver sur n'importe quel type d'avion, indépendamment du type de commande. Oui, parce que là, on est vraiment comme le disait Fabrice, dans le facteur humain. Là. Ouais. Gilles, est-ce qu'on peut passer au transport aérien mondial ? Mais avec plaisir. On n'en est pas loin du transport aérien quand on parle de 777 de Charles de Gaulle. À Charles de Gaulle, Air France, on n'en est pas loin. Et donc le transport aérien reprend des couleurs. Et donc on vient d'avoir les chiffres du trafic pour 2023. Et en 2023, donc, on est en train de se rapprocher vraiment des chiffres de 2019, qui étaient les chiffres, la dernière année pleine avant la pandémie. En 2024, on est revenu à 94,1% du niveau de 2019. Ça veut dire que cette année, normalement, si tout se passe bien, eh bien, on devrait revenir au niveau de 2019, très très légèrement au-dessus. Alors, IATA, donc, qui est l'association qui regroupe toutes les compagnies aériennes au monde, estime que la remontée devrait permettre de passer légèrement au-dessus de la barre de 2019, 1,4% au-dessus, ce qui est quand même vraiment... peu, et n'importe quel événement qui pourrait se produire du côté de l'Ukraine, en mer Rouge ou dans le Golfe pourrait remettre en question une prévision comme ça c'est évident. Et est-ce que IATA détaille le trafic court-moyen courrier par rapport au long courrier, par exemple? Est-ce qu'il y en a un des deux qui se porte mieux? Pour l'instant, c'est le court et moyen courrier qui se porte le mieux. Et la reprise du trafic en 2023, c'est de l'ordre quand même de 20 à 30% d'augmentation sur une année. C'est le retour, justement, des longs courriers. Les longs courriers ont mis du temps à se remettre en marche, simplement parce que les frontières étaient fermées, donc elles se sont ouvertes progressivement, et puis que les passagers commencent à revoyager un peu plus loin. Mais ce qui a été vraiment le catalyseur de la reprise, ce sont en Europe, par exemple, les low cost, qui, avec beaucoup de voyages intra-européens, des voyages d'agrément. Alors justement, on a nos voisins de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui ont remarqué une augmentation de la proportion des compagnies à bas coût, les low cost. Entre la période pré-Covid et aujourd'hui, on est passé sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry de 40 à 50%.
50% du trafic en 2023 était représenté par les compagnies low cost sur l'aéroport de Lyon. C'est quand même spectaculaire. Alors c'est probablement bien sûr la suite d'une tendance déjà engagée avant le Covid, mais tout de même c'est quand même passé 10 points de plus, passé de 40 à 50%. C'est tout de même spectaculaire. EasyJet au premier rang d'ailleurs pour pas la nommer. Ouais. EasyJet qui représente, je crois, un quart du trafic de l'aéroport. Un quart du trafic de l'aéroport. Et qui revendique la première place, c'est ça ? Alors ça, je sais pas. Je sais pas. Donc effectivement, le low cost est plus que jamais le moteur du trafic, du transport aérien pour l'instant. Oui. On le voit aussi avec la croissance continue de Ryanair. Et ça pourrait durer. Parce que ce qu'on remarque, c'est surtout les compagnies qui remarquent ça, c'est que les gens voyagent pour leur plaisir, c'est-à-dire des voyages touristiques, et puis voyagent également pour aller voir leur famille. Mais le gros changement par rapport à 2019, c'est que les voyageurs d'affaires reviennent difficilement dans les cockpits. Et pourtant, c'est eux qui font la marge des compagnies parce que c'est eux qui payent leurs billets beaucoup plus cher. Et alors, est-ce que c'est lié, donc on revient difficilement dans les cabines, est-ce que c'est lié à des politiques d'entreprise qui freinent les voyages pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire les coûts aussi, puisque les visioconférences ont fait leurs preuves ces dernières années ? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les visioconférences sont le principal concurrent de l'avion, du transport aérien. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que on pouvait s'éviter des heures de voyage pour faire une réunion d'1 heure ou 2. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement des questions environnementales. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises ont décidé qu'en dessous d'un certain nombre d'heures de déplacement, eh bien on pouvait le faire soit en train, soit en visio. Voilà. Alors ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Quand une entreprise décide de faire voyager ses cadres en classe éco plutôt qu'en business, eh ben, on se rend compte aussi que le cadre, à ce moment-là, réfléchit à son déplacement et se dit peut-être qu'on va pouvoir le remplacer par une visio. Donc ça aussi, c'est un phénomène. Donc il y a ça. Et puis, ce que je voulais également ajouter, c'est que je discutais avec le patron d'une compagnie qui disait une compagnie française, qui disait que a priori, ils font une croix sur 25% du trafic passager business. Donc, ils savent que ceux-là, ils seront perdus à tout jamais. Que ça va remonter, mais qu'ils auront perdu pendant la crise 25% qu'ils regagneront jamais. Donc ça, c'est déjà une première info. Et il dit, il y a un changement de mentalité fortement ancré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute avec des cadres, des gens qui ont l'habitude de se déplacer dans les entreprises, eh bien, ils ont le réflexe train. C'est-à-dire que dès lors que le déplacement fait moins de 6 heures en train, ils préfèrent le train à l'avion. C'est intéressant, 6 heures. C'est ancré, on n'est pas aux 2h30, 6 heures. Donc on fait référence aux 2h30 qui sont la limite législative, puisque c'est une loi. Donc en France, un vol domestique ne peut pas faire, n'a plus de raison d'être légal si une alternative en train est disponible en moins de 2h30. Il y a quelques exceptions, mais là, oui, effectivement, donc, culturellement, il y a des entreprises dans lesquelles ce seuil passe à 6 heures. C'est rentré dans la mentalité, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même un gros travail politique pour faire rentrer cette idée dans l'esprit des Français. Et apparemment, ça marche. Donc c'est aussi quelque chose de relativement fragile, parce que ça peut s'arrêter assez facilement. On l'a vu, il suffit d'une crise dans un endroit du monde, et puis d'un seul coup, on ferme toutes les lignes, et les passagers n'y vont plus. Alors, et on voit aussi que à la fois les compagnies aériennes, mais l'industrie du tourisme au niveau mondial est très, très agile. C'est-à-dire que quand une destination se ferme, elle est capable d'en ouvrir une autre rapidement. Et on l'a vu notamment à la reprise après le Covid. C'est des pays du sud de l'Europe qui ont été les premiers bénéficiaires de la reprise. Selon vous,
Quel est le premier aéroport européen en nombre de passagers? En nombre de passagers en 2023. C'est Paris? Non? C'est Charles de Gaulle? C'est Londres Heathrow avec 79,2. Paris est troisième avec 67,4. Le deuxième, c'est Istanbul. Le quatrième, Amsterdam. Et le cinquième, Madrid avec 60,2. Donc ça va de presque 80 millions sur Londres à 60 pour Madrid. Ça, c'est le top 5 européen. Voilà. On parlait de chiffres IATA. Oui. Est-ce que toutes les compagnies aériennes en font partie? Autrement dit, est-ce que ce sont des chiffres qui sont... est-ce que c'est vraiment un total mondial ou est-ce que c'est les compagnies IATA, donc il faudra ajouter quelques points de pourcentage? EasyJet, par exemple, enfin, je crois qu'il y a quelques low cost qui bien sûr. en fait partie de IATA. Oui, elles en font partie. Il n'y a pas quelques low cost qui font pas partie de IATA? Non. Les compagnies qui n'en font pas partie, c'est peut-être des toutes petites compagnies qui sont en Afrique, en Asie, ou des trucs comme ça. Non, c'est quasiment la totalité du trafic. Des compagnies aériennes, elles y sont toutes. Ouais. Pour finir, là, je voulais juste attirer l'attention aussi sur un point. Donc, on a fait un zoom, c'est-à-dire on est parti de IATA mondial, ACI Europe, c'est les aéroports européens. Hein. Et là, sur la France, Volotea a également publié ces chiffres la semaine dernière, en 2023, et surtout ses objectifs 2024. Volotea, donc je rappelle, c'est une petite compagnie low cost qui est née à Barcelone, donc espagnole, qui 2012, elle a démarré ses activités. Sa première ligne, c'était du Barcelone-Bordeaux, je crois, quelque chose comme ça. Tout de suite, elle a misé sur la France. La particularité de cette compagnie, c'est de relier des villes secondaires à d'autres villes secondaires à travers l'Europe. Par opposition à des capitales. Voilà, c'est ça. Où naturellement, les compagnies vont d'une capitale à l'autre parce que c'est là où il y a le plus de clients. Aujourd'hui, Volotea a 9 bases en France. Elle a un peu plus de 20 avions. Et surtout le chiffre, moi, qui m'a un peu scotché, c'est que Volotea a 61 lignes domestiques en France. C'est-à-dire 61 lignes entre des villes françaises. Je n'ai pas eu le temps encore de chercher combien Hop, c'est-à-dire Air France, avait de liaisons domestiques en France, mais c'est nettement moins que ça. Nettement moins. Ça alors? C'est assez incroyable. 61 lignes domestiques. EasyJet a une cinquantaine de lignes, mais seulement 10 lignes domestiques, ce qui est déjà pas mal. Mais chaque année, la Fédération nationale de l'aviation marchande, qui regroupe toutes les compagnies aériennes, déplore le recul du pavillon français. C'est-à-dire que les compagnies françaises ont une part du marché français de plus en plus restreinte, année après année. Elles sont nettement en dessous de 50%. On passe au SAF. Les SAF, donc, qui est l'acronyme anglais, qui est presque passé dans la langue courante dans le monde aéronautique, pour les carburants d'aviation durable. Donc, ces carburants qui ne sont pas d'origine fossile. Donc, des carburants qui sont faits à partir d'huiles usagées, qui sont faits à partir on espère essentiellement de déchets, enfin c'est ce qu'espère l'industrie aéronautique, essentiellement de déchets, par opposition à des cultures qui auraient été, des plantes qui auraient été semées exprès. Donc on essaie plutôt de créer ces carburants à partir de déchets. De déchets. Alors, de déchets de sylviculture aussi. Voilà. Alors l'idée, c'est d'inciter les producteurs de SAF. Actuellement, ce sont essentiellement des pétroliers, mais ce sera beaucoup plus large à l'avenir, d'augmenter l'offre, d'être plus présent sur l'offre. Mais donc ça dépasse également l'alimentation, les carburants des avions. On parle également d'utilisation de véhicules électriques sur les pistes, véhicules de piste électriques. Et puis également, comme ça se fait de plus en plus sur les aéroports de transport aérien, là où il y a des compagnies régulières, c'est remplacer les groupes de puissance qui fonctionnent au diesel, les remplacer par de l'électrique. Donc c'est tout ça. Mais effectivement, le point le plus remarquable, c'est les carburants d'aviation durable, les SAF. Et l'objectif, c'est d'inciter les producteurs pétroliers ou autres entreprises qui se lanceraient dans les SAF, c'est de les inciter à produire. À chaque fois que l'aviation parle de SAF, à chaque fois qu'elle dit « Regardez, on a mis ça en place, regardez, on a un nouveau projet, regardez, on s'est engagé à en acheter, regardez, on est prêt à en acheter davantage », c'est pour inciter les investisseurs à
créer de nouvelles capacités de production, à créer de nouvelles usines de SAF, ce qui est le gros problème, ce qui est vraiment pour l'instant le point faible de ce vaste projet des SAF, c'est la production. C'est que la demande est là et l'offre est insuffisante. Et évidemment, pour accroître l'offre, il faut des investissements considérables. Et donc, c'est pour rassurer les investisseurs que l'aviation d'affaires régulièrement s'engage et montre qu'elle est là. C'est exactement ça, je pense que c'est le terme exact, rassurer les investisseurs, parce qu'effectivement, pour les pétroliers qui envisagent de produire du SAF, c'est des investissements qui se chiffrent en milliards. Donc, il faut qu'ils soient sûrs qu'à la sortie, les compagnies aériennes, mais les compagnies d'aviation d'affaires également, joueront le jeu, achèteront du carburant durable. Et donc là, on est un peu dans une période où tout le monde se regarde et en se disant mais qui sera le premier à y aller, qui prendra le risque. Donc là, il y a plein de... Et c'est la raison pour laquelle les objectifs européens d'incorporation de SAF dans les réservoirs d'avion sont, pour l'instant, font référence à des pourcentages très faibles. En 2030, l'objectif, c'est 6%. 6% de carburant durable dans les réservoirs d'avion en Europe. 6%, c'est très peu. C'est sur une trajectoire ascendante. Ouais. Ça fait partie d'une trajectoire souhaitée ascendante. Mais c'est très peu, mais au regard de la capacité de production actuelle, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, on est entre 1 et 2%, c'est ça ? Non, je reconnais plus près du 1%. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, si on est entre 1 et 2, on est plus près du 1. Donc 1% aujourd'hui passé à... Dans le transport aérien européen. Ouais. Et c'est là que l'aviation d'affaires peut avoir un rôle à la fois d'aiguillon de la production de SAF, et aussi peut montrer qu'elle s'occupe vraiment, puisqu'elle est très montrée du doigt à cause de sa raison d'être, de ces avions qui sont utilisés de manière privée, avec des taux de remplissage pas très élevés. Donc l'aviation d'affaires peut, en investissant ou en montrant qu'elle est prête à payer plus cher les SAF, peut montrer qu'elle se préoccupe vraiment du problème de la décarbonation. Et c'est l'objet, il me semble, de ce partenariat entre ADP, au Bourget, entre ADP et Dassault Falcon Service, qui est une filiale de Dassault Aviation. Donc ce que dit régulièrement Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, c'est nos clients, bien sûr, se préoccupent des coûts d'exploitation de leurs avions, mais pour eux, c'est une contrainte moindre que dans une compagnie aérienne. Et donc nos clients sont prêts à payer plus. Nos clients, dit Éric Trappier, les clients de l'aviation d'affaires sont prêts à payer davantage le carburant, et donc à payer des carburants dans une plus forte proportion de carburants d'aviation durable. Et donc c'est ce qu'on essaie de démontrer au Bourget. Il y a deux courbes. Il y a la courbe de la production de carburant, et puis de l'autre côté, la courbe de l'évolution du prix du SAF. Et quand ces deux courbes vont se rencontrer, à ce moment-là, on aura résolu le problème. Mais pour l'instant, pour faire baisser la courbe du prix, il faut augmenter la courbe de production. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des milliards au niveau de chaque producteur. Gilles parle de centaines de milliards, mais ça, c'est au niveau de la filière. Mais au niveau de chaque producteur, c'est déjà, on parle de milliards. Et c'est vrai que même si ces compagnies font de gros profits, pour l'instant, elles avancent à pas mesuré. Et bien sûr, on a déjà fait des émissions plus complètes sur les SAF. Bien sûr, le problème de la disponibilité de la matière première. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent à investir dans une usine qu'on est sûr d'avoir la matière première pour produire ces SAF. Ça, c'est encore un autre problème. Je parlais de déchets, des déchets, il en faut des quantités considérables. Parce que donc, on a eu le droit pendant quelques années au SAF produit avec de l'huile de friture. Donc ça, c'était vraiment à l'époque pionnière, c'était de la communication pure et dure. Mais on sait très très bien que c'est pas ça la solution. Il faut pas que ça. Il faut pas que ça, parce que l'huile de friture aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. Mais le jour où on dira on en a besoin pour faire du SAF, d'un seul coup, elle va prendre de la valeur. Mais en plus, cette huile de friture, il va falloir aller la collecter partout où elle est produite. Donc ça veut dire que rien que la collecte coûte cher. Et puis après, c'est toujours pareil. Quand un déchet commence à être valorisé, d'un seul coup,
c'est plus un déchet. C'est une matière première. Ouais. Le jour où l'huile de friture prend de la valeur, la Belgique devient le pays le plus riche du monde. Oui, ça c'est drôle ça. Il n'y a qu'un Belge pour dire ça, oui. À la combustion, est-ce que le SAF émet autant de CO2 que le kérosène? Oui, alors très bonne question qui me permet de faire un rappel. Oui, le SAF émet autant de CO2 que le kérosène à la combustion, mais on considère le SAF comme faisant partie d'un cycle, la combustion du SAF comme faisant partie d'un cycle, un cycle de vie de ce carbone qui a été absorbé, les plantes qui ont été la matière première, que ce soit des déchets ou non, les plantes qui ont été la matière première des SAF ont absorbé du CO2 pendant leur croissance. Et c'est la raison pour laquelle on estime le gain quand on utilise du SAF. Alors imaginons un avion qui vole entièrement avec du SAF, ce qui n'est pas encore le cas. Imaginons un avion alimenté 100% au SAF. Il émet 80% de moins de CO2 en tenant compte du cycle. En tenant compte de l'absorption de ce CO2 pendant la croissance des plantes, il émet 80% de moins de CO2 qu'avec du carburant fossile. 80% parce que il y a un rendement qui est imparfait, parce qu'on utilise peut-être des carburants fossiles pour la culture, ou dans les process, dans les procédés de création du SAF. Donc c'est pas 100% non plus. Mais effectivement, c'est un gros progrès. Le petit Luc qui nous dit, en ce qui concerne la récupération des huiles, je pense que l'on pourrait faire appel aux structures relevant de l'insertion. Oui, très bonne idée que les impliquer. Oui, mais ça reste quand même très très limité. Hein. Et alors, je me suis livré à un petit calcul, parce que quand on parle de SAF, on parle toujours de chiffres qui se comptent en milliers de tonnes, en millions de litres. C'est toujours des chiffres imposants. Bien sûr, ce qui est important, c'est de ramener ça à la quantité totale utilisée. Quelle est la proportion de SAF utilisée? Donc, on parlait de l'objectif de 6% au niveau européen en 2030, de 70% en 2050. Merci encore, Gilles. Je me suis livré au calcul au Bourget, puisque le communiqué de presse de Dassault et ADP fait référence à 3,2 millions de litres livrés en 2023 sur l'aéroport du Bourget. Donc évidemment, 3,2 millions de litres, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal du tout. J'ai posé la question au service de presse d'ADP, j'ai pas encore leur réponse, je me suis peut-être pris un peu tard en début de matinée, mais j'attends encore leur réponse. Toujours est-il que je me suis livré à un calcul par rapport à un réservoir d'un Falcon. Donc je prends un Falcon 2000 dans sa dernière version, le Falcon 2000 LXS, et ce petit calcul me permet de dire que c'est 3,2 millions de litres. Si on parle d'un Falcon qui aurait été alimenté à 30% au SAF, ce qui est le pourcentage classique livré au Bourget, eh bien ça représente, alors par jour, ça représente 3 Falcon 2000 par jour. 3 vols 3 vols de Falcon 2000 par jour, à comparer au nombre de mouvements, sur la plateforme, qui est d'environ 175 avions par jour. Donc attention, un mouvement, c'est un décollage et un atterrissage. Donc on divise par 2. On peut diviser par 2, grosso modo. Ça fait à peu près 80. Dans ces eaux-là. Donc on peut dire que 3 Falcon 2000 qu'on remplirait entièrement, donc qui ferait le plein, pardon, un Falcon 2000 LXS qui ferait le plein, à 30% de SAF, il y aurait 3 avions comme ça, alimentés par jour, sur environ 80 sur 80. Donc c'est vraiment, on est vraiment au tout début. D'où cette... Alors je ne demande qu'à être corrigé sur le chiffre. Au cas où j'aurais surestimé ou sous-estimé quelque chose, je ne demande qu'à être corrigé. J'ai fait avec les chiffres dont j'ai disposé. Et je pense que ce chiffre, du moins cette proportion, on doit pouvoir la retrouver également sur les aéroports, les grands aéroports où sont implantées les compagnies aériennes. Je pense qu'on est à peu près dans le même rapport à peu près. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début, et que là, pour l'instant, le SAF arrive au compte-gouttes sur les aéroports. Alors, Dassault, en l'occurrence, utilise une grande proportion de SAF pour tous les vols de Dassault, vraiment les vols de l'entreprise. Je crois qu'ils appliquent le pourcentage de 30% pour tous leurs vols. Oui. Et Dassault convoie ces avions entre Mérignac, Bordeaux-Mérignac, et puis Little Rock dans l'Arkansas. Donc là où ils sont finis, là où on installe la cabine, où on fait la peinture. Voilà. Donc ils sont tous convoyés avec du SAF aussi. Et du coup, Bordeaux fait partie des aéroports qui proposent une offre permanente de SAF. Alors pour les compagnies aériennes, mais le premier client, c'est quand même Dassault. Est-ce qu'on peut passer au sujet suivant, qui est une belle série sur l'aéronautique? Oui, alors là, on change complètement. Là. Alors voilà, donc le SAF n'est pas encore le maître du carburant, mais on va parler de la série Masters of the Air. Voilà, alors ça c'est une série qu'on attendait depuis très très longtemps, hein, on en avait entendu parler, et donc elle a débarqué le 26 janvier sur Apple TV+.
Et là, il faut dire qu'on n'a pas été déçus. Le premier épisode, du moins les 2 premiers épisodes, c'était le 26 janvier. Et maintenant, on a un épisode par semaine, le vendredi. Et au total, il y en aura 9. Et donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le 3e volet d'une trilogie que propose Steven Spielberg et puis Tom Hanks. La première, c'était Band of Brothers, sur les troupes aéroportées du 506e régiment d'infanterie parachuté. En 2010, il y a eu The Pacific, c'était la guerre vue du côté des Marines. Et puis là, on se retrouve avec Masters of the Air, avec les bombardiers de l'US Air Force, les B-17. Et on décolle d'où là ? Alors là, on décolle de Grande-Bretagne. D'accord. C'est donc les vagues de bombardement sur l'Allemagne. Ce qui est assez effrayant, on a l'image de la guerre de 14-18, les tranchées avec des gens qui se font massacrer, qui sont... Là, je dirais, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, on vit avec plusieurs équipages de B-17. C'est un vrai massacre. C'est-à-dire qu'il y a une hécatombe. Ils ont beau partir nombreux, c'est-à-dire qu'il y a des vagues de plusieurs centaines de bombardiers, mais à côté de ça, quand ils traversent un voile, une barrière de DCA, quand ils sont attaqués par les chasseurs allemands, et ben là, ils sont d'une vulnérabilité incroyable. Et on voit ça... On est à l'intérieur de ces avions. Et un équipage de B-17, à l'époque, c'était 10 personnes. On voit vivre ces groupes, et c'est ça c'est ce qui est le plus passionnant, c'est de voir les états d'âme de ces guerriers qui étaient tous très très jeunes. Ça donne vraiment un sacré coup quand on regarde ça. On ne regardera plus du tout un B-17, quand on aura la chance d'en voir un voler en meeting, on ne le regardera plus du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on pensera automatiquement aux images qu'on aura vues dans cette série, ces gamins qui se font déchiqueter par les obus et les balles de la DCA et de l'aviation ennemie. Je ne l'ai pas encore vu, puisque moi j'ai vu que les 3 premiers épisodes, il n'y en a que 3 pour l'instant disponibles, mais le 8e épisode est consacré aux Red Tails, c'est-à-dire les Tuskegee Airmen, c'est-à-dire les pilotes afro-américains qui étaient chargés d'accompagner les B-17 au-dessus de l'Allemagne aussi. Là, ils pilotaient quoi ? Eux, ils pilotaient des P-51 Mustang. Donc plutôt des avions de chasse. C'était les avions voilà, c'est ça. C'était le chasseur américain à l'époque. Et donc ils avaient la queue rouge. Et les pilotes de bombardiers pensaient être accompagnés donc par des pilotes standards de l'US Air Force. En fait, c'était un bataillon uniquement de pilotes noirs. Et donc, ça a été une révélation presque après-guerre, ça. Mais ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Ça sera l'épisode 8. Donc, je vous conseille, moi je suis vraiment très très impressionné. Alors, je pensais à nous suivre sur Twitch, YouTube, TikTok, X, Twitter, Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux de la galaxie, ça nous soutient. Continuez à nous suivre sur Jump Site, lisez aerobuzz.fr, lisez nos articles. Donc on a parlé de Masters of the Air. Est-ce qu'on peut passer aux bandes dessinées que tu voulais nous présenter ? Oui, alors j'ai apporté 2 bandes dessinées. Là encore, la caméra est là, hop. C'est du grand art. 4e et dernier épisode d'une série qui est faite par Yann et puis Henriet, qui sont donc deux auteurs à succès. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune pilote dont le père faisait partie des Red Tails, et donc qui est venue en France, pilote américaine qui est venue à la recherche de son père. Voilà. Mais elle veut voler, et pour voler, eh bien, elle est prête à tout, et même à voler pour Al Capone. Donc elle transporte de l'alcool interdite, prohibé, dans son avion. Et puis là, dans ce dernier épisode, eh ben, elle est confrontée au Ku Klux Klan. Elle est aussi confrontée à des ennemis d'Al Capone. Et tout ça se finit. Ça sera donc, à mon avis, la suite. Il y aura une nouvelle série avec Black Squaw. Mais en attendant, vous avez les 4 premiers. Soyons précis, c'est chez Dupuis, et ça coûte dans les 15 €. Et donc voilà, ça c'est. Alors là c'est un truc curieux aussi.
Les ailes du temps. Donc ça c'est Buendia, Patrice Buendia qu'on a eu sur le plateau avec Vincent, Fred Zumbiel et Jolivet qui dessinent. Donc ça, c'est une bande dessinée qui est un petit peu étonnante. Et je dois dire que quand on voit la couverture, on voit donc un F-18 aux prises avec le Fokker triplan du Baron Rouge. Donc là, il y a un comme bug, un anachronisme. Ouais. Il y a un bug spatio-temporel. Et toute l'histoire, c'est ça. Et donc, en général, ce genre d'histoire, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et là, je dois vous dire que je me suis laissé prendre par l'histoire. J'ai tourné les pages et je suis arrivé à la fin et j'étais vraiment convaincu par cette série. Donc, je vous la conseille. Habituellement, quand on lit un livre ou on regarde un film et qu'on sait que derrière, on va écrire un article, on est quand même un spectateur ou un lecteur un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de prendre des notes dans sa tête en se disant ça, il ne faut pas que j'oublie de le dire, tout ça. Là, je me suis fait prendre par l'intrigue, ce qui prouve que c'est une bonne BD, vous allez être surpris, agréablement surpris. Eh bien, allez-y. C'est pareil, là c'est chez Zéphyr, donc Zéphyr c'est aussi Dupuis, et ça coûte aussi dans les 15-16 €. Alors dis-nous les auteurs. Donc, les auteurs, donc, c'est Buendia et Zumbiel qui sont donc au scénario, et ils font un duo très très efficace, on les retrouve sur plusieurs séries. Et puis Jolivet qui est le dessinateur et qui, je trouve, a beaucoup de talent et qui est vraiment à la hauteur du scénario. Voilà. Très bien, merci. C'était les bandes dessinées. On peut se replonger un peu dans la technologie. Oui. On va parler d'hydrogène. Je me frotte les mains, l'hydrogène. J'en bois un petit mug tous les matins au petit déjeuner. Ça me donne une patate. Non, sérieusement, j'ai un faible pour ces technologies autour de l'hydrogène. Je pense vraiment que ça va révolutionner l'aviation. C'est quand même parti pour. Et Safran et Turbotech, et donc là on fait référence à un article d'Aérobuzz, Safran et Turbotech ont testé ensemble la première turbine à hydrogène, le premier turbomoteur à hydrogène pour l'aviation légère. C'est ça. Alors il y a à la fois un enjeu pour l'aviation légère et un enjeu plus global pour l'aviation. Est-ce que Gilles, tu veux bien commencer par nous présenter Safran, je le présente en 2 mots, Safran motoriste bien connu, notamment avec les moteurs LEAP, co-développés, coproduits avec l'américain GE, et qui équipe les A320 et les 737, les Boeing 737 de génération actuelle. Donc ça, c'est pour Safran. Est-ce que tu peux nous présenter Turbotech ? Alors, Turbotech, c'est d'abord une très très belle histoire. C'est celle de Damien Fauvet, qu'on a eu l'occasion d'avoir aussi sur le plateau de Jump Seat lors du dernier salon du Aéro Friedrichshafen. Damien, c'est un passionné de micro-turbines, mais depuis tout petit. C'est-à-dire que quand il était gamin, lui, il ne faisait pas des maquettes d'avions, il essayait de mettre au point des petites turbines. À force de se passionner pour cette technologie, il en est arrivé à construire, à fonder d'abord une start-up, Turbotech, de faire venir avec lui quelques ingénieurs de top niveau, et ils ont conçu cette turbine. Alors au départ, c'est donc une turbine, je dirais, qui fonctionne au carburant classique. Qui est destiné à l'aviation générale, classique aussi, et qui, pour l'instant, la première application, c'est sur l'ULM VL3 de JMB Aviation, qu'on voit voler déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui va bientôt commencer sa carrière commerciale. Donc, il vole avec la turbine Il vole avec la turbine et depuis 2 ans. Et là, aujourd'hui, JMB Aviation en a déjà vendu une vingtaine, je crois, et il est sur le point de livrer le premier. Alors, est-ce qu'on peut dire quel est l'intérêt pour un ULM de remplacer son moteur à piston par une petite turbine ? C'est plus léger ? Alors, c'est un petit peu plus léger. C'est surtout beaucoup plus économe. C'est beaucoup plus confortable. Ça a des meilleures performances. On parle de remplacer, dans un premier temps, des moteurs Rotax de 100 chevaux. Avec une turbine. Alors, en France, elle sera tarée à 109 chevaux. Je pense que pour le reste de l'Europe, ça doit être du 140 chevaux, 120 ou 140, mais je pense que le chat va me corriger. Mais donc, une consommation d'une quinzaine de litres à l'heure, mais surtout des performances assez remarquables, extrêmement silencieuses.
Donc elle a plein d'avantages. Fabrice Morlon, qui a fait un grand article sur le sujet, me précise 14,3 turbines vendues, dont 10 en France. Voilà. Donc pour l'instant, on parle dans l'avion qui vole, on parle d'un avion carburant classique. Carburant classique, et on parle du LM. On parle du LM, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine qui est non certifié. L'objectif, c'est de passer dans le domaine du certifié pour faire, par exemple, du rétrofit, c'est-à-dire pour remplacer des moteurs à piston anciens avec une turbine sur des avions comme le Robin DR400, comme les Piper. Voilà. Alors le domaine du certifié, c'est le domaine de ce qui est homologué, c'est-à-dire qui doit répondre à des normes de sécurité encore plus strictes. Voilà, c'est ça. Et puis après, l'objectif, c'est quand même d'arriver sur des beaucoup plus gros avions, voire hélicoptères. Et puis, donc là, on est arrivé à utiliser aussi des carburants durables, en l'occurrence, donc l'hydrogène. Et c'est là où Safran rentre dans la boucle. Alors oui, pour rester sur la turbine elle-même, indépendamment du carburant, je suis épaté parce que apparemment, donc elle est très économe. Le principe de la turbine, alors là, ça me rajeunit pas, mais dans les cours de turbo-machine, on nous disait la turbine, c'est beaucoup plus compact, plus léger, mais ça consomme beaucoup plus. Donc là, manifestement, je pense que j'avais lu ça dans un précédent article d'Aérobuzz, manifestement, Turbotech a trouvé moyen de rendre la turbine plus économe que dans son architecture classique. Donc là, je ne pense pas qu'elle soit plus économe, mais elle est au niveau du Rotax, je pense. Admettons, mais elle est quand même plus économe qu'une turbine classique. Oui. C'est ce qu'on appelle des micro-turbines. Donc ça fonctionne différemment par rapport à une turbine classique, tu vois, par rapport aux turbines qui équipent par exemple les TBM ou les Piper haut de gamme. Et bon, il faut que je relise les bons articles d'Aérobuzz. Oui, puis surtout, il faut poser des questions à Damien. Bon, on le réinvitera. Oui, bien sûr. Et puis, donc, Damien Fauvet, en principe, sera l'invité de l'équipe Ground Frequency le 15 février. Donc, c'est-à-dire jeudi dans 8 jours. Donc on rappelle ce que c'est Ground Frequency. C'est la petite sœur de Jump Seat, l'émission qui est organisée, du moins qui est animée tous les 15 jours, le jeudi soir sur le coup des 20h, 20h30, par l'équipe qui anime... l'émission de l'Aéroclub de France. C'est une émission de l'Aéroclub de France. Hébergée par Jump Seat, et réalisée en direct de l'Aéroclub de France. Si vous nous rejoignez maintenant, nous parlons de Turbotech et de Safran qui ont fait tourner un turbomoteur à l'hydrogène. On n'a pas encore volé. On a commencé par présenter les acteurs concernés, donc Safran et Turbotech. Turbotech a développé une petite turbine pour avions très légers, pour les ULM, donc pour des aéronefs très légers, ultra légers motorisés. Alors là, deux enjeux. Le premier enjeu, on peut tout à fait imaginer que l'hydrogène soit dans la feuille de route de décarbonation de l'aviation légère. Et puis, pour Safran, il y a un intérêt supplémentaire. Il y a une autre dimension. Safran est engagé, entre autres pistes, de décarbonation dans l'hydrogène. Safran, alors peut-être de façon peut-être moins active ou moins massive, si on peut le dire, que qu'Airbus, mais néanmoins fait plus que garder un œil sur l'hydrogène. Safran étudie comment faire tourner des turbomachines à l'hydrogène. Et là, faire tourner, même si c'est un tout petit moteur, même si c'est beaucoup plus petit qu'un moteur d'Airbus ou qu'un moteur Boeing, bien sûr, c'est tout à fait utile sur le plan de la compréhension technologique. C'est tout à fait utile pour progresser de faire tourner au banc une petite turbine comme ça. Alors, quelle différence ? Posons-nous la question, quelle différence entre ces deux carburants du point de vue de la turbine ? En fait, il y en a pas mal. J'étais avec des gens de chez Safran il n'y a pas très longtemps et qui rappelaient qu'on dit toujours oui, l'hydrogène, on sait faire, c'est maîtrisé sur les sites industriels. Le lanceur Ariane 5, l'ancien Ariane 5 et futur Ariane 6 fonctionne avec des carburants liquides. De l'hydrogène liquide en particulier. C'est quand même très compliqué. Et du point de vue du moteur, l'hydrogène, d'abord, il est beaucoup plus calorifique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, ça m'échappe un peu, mais en tout cas, le pouvoir énergétique, voilà, on peut plutôt dire comme ça, il est plus énergétique, c'est-à-dire que pour 1 gramme d'hydrogène, on a 3 fois plus d'énergie. Je crois que le rapport, c'est à peu près 3 fois plus d'énergie par gramme d'hydrogène que par gramme de kérosène classique. Donc ça, il faut en tenir compte dans les réglages de la combustion. Il faut tenir compte aussi il faut aussi modifier le système carburant, les circuits carburants. Alors, pour l'instant, cette turbine, elle a tourné avec du carburant, de l'hydrogène gazeux, mais c'est une étape vers l'hydrogène liquide. Et c'est lui qui vraiment est dimensionnant. C'est lui qui demande beaucoup de changements. L'hydrogène liquide, il doit être stocké à moins de 253 degrés. Et puis, il faut le réchauffer avant qu'il entre dans la combustion. Il faut le gazéifier.
faut le faire passer à l'état gazeux, et donc ensuite tenir compte de ce pouvoir énergétique très différent. Donc on peut commencer à étudier la question avec cette première turbine qui a tourné au banc, en termes de circuit carburant. Et puis il faut aussi prendre en compte le comportement des métaux vis-à-vis de l'hydrogène, l'interaction entre les métaux utilisés dans le circuit carburant et l'hydrogène. C'est une toute petite molécule, et donc elle a une interaction différente avec les métaux. Elle peut créer de la fatigue au niveau des métaux. Donc il faut en tenir compte. Alors ça, on sait faire sur les lanceurs comme Ariane, mais attention. Alors je reprends mes notes. Donc les gens de Safran disent notre expérience du safran va nous conduire à rendre les métaux plus robustes. Et donc voilà, c'est probablement ça qu'ils ont en tête dans leur coopération avec Turbotech, c'est faire progresser leur technologie qui un jour peut-être leur permettront d'utiliser l'hydrogène sur des moteurs beaucoup plus gros. Donc ça c'était pour la turbine Turbotech qui a tourné grâce à Safran, grâce à une coopération avec Safran, qui a tourné au banc avec de l'hydrogène. Donc projet à suivre, le projet s'appelle Beauty Fuel. C'est ça, Beauty Fuel. Ça commence comme Beauty avec un HY pour hydrogène et ça finit comme Fuel bien sûr comme carburant. Les ingénieurs du CORAC sont des poètes. Le CORAC qui est le Conseil pour la recherche aéronautique civile. Voilà. Ce que je retiens moi aussi, c'est que on a vraiment toute l'industrie aéronautique qui travaille sur un même projet. On sent que là, il y a vraiment un challenge à relever et tout le monde s'y met, c'est-à-dire que c'est pas que les gros qui travaillent dans leur coin en négligeant les petits, c'est que les gros se disent les petits peuvent nous aider et les petits se disent aussi on va aussi en tirer un bénéfice. Donc là, on est vraiment dans une période qui est assez extraordinaire. Je dirais pour les ingénieurs, pour les techniciens, il y a vraiment des perspectives de carrière vraiment intéressantes parce qu'il y a des projets qui sont inédits. Les générations précédentes, la génération précédente n'a jamais eu un tel défi à relever. Est-ce qu'on peut passer au sujet suivant, qui seront les futurs projets de Bertrand Piccard? Oui. On va parler de l'entreprise Daher, aussi avionneur et grand spécialiste des aérostructures. Bertrand Piccard, figure bien connue dans le monde de l'aéronautique, donc médecin psychiatre, explorateur qui s'est fait connaître dans l'aéronautique, notamment à la toute fin des années 90 avec le premier tour du monde en ballon. Oui. Qui s'est fait connaître, on voit l'image, s'est fait connaître aussi avec le Solar Impulse, donc ce premier avion entièrement à énergie solaire. Ouais. Le Solar Impulse, donc monoplace, malheureusement, personne d'entre nous n'a volé dessus, puisque c'est un strict monoplace qui a réussi un tour du monde par étapes. Il y a quelques années, un avion capable de voler la nuit. Donc ça, vraiment, c'est à souligner. Pour un avion solaire, oui, c'est assez capable de extraordinaire. stocker le jour l'énergie qu'il lui faudra pour continuer à voler la nuit. Et donc, il avait réussi, avant de se lancer dans un tour du monde, qui avait réussi un vol de 24 heures, un cycle complet jour-nuit de 24 heures. Alors certes, c'était plutôt au printemps qu'en novembre, mais quand même. Mais après, pendant le tour du monde, il a enchaîné plusieurs nuits aussi. Il a enchaîné plusieurs nuits pendant le tour du monde. Bertrand Piccard, connu aussi pour avoir promu ces dernières années dans un grand projet des technologies parfaitement viables, des technologies écologiques. Alors là, on sort de l'aéronautique, on n'est pas que dans l'aéronautique, qui a soutenu, qui a mis en avant des technologies écologiques et viables économiquement. Et est-ce qu'on peut parler de son nouveau projet ? Non, parce qu'il est sous embargo. Mince alors. Alors justement, là, on va faire un petit peu une parenthèse journalistique. Volontiers. Voilà. Donc, effectivement, ce matin, à 7h du matin, il y a eu une conférence de presse organisée avec notamment Bertrand Piccard, plus d'autres personnes dont vous connaîtrez le nom demain. Et là, je respecte l'embargo. Donc, l'idée, c'est de dire, cette conférence de presse, on vous donne toutes les informations. Et puis, vous engagez à ne révéler et à faire vos articles, à mettre en ligne vos articles, à faire vos reportages, qu'à partir de demain, alors je ne sais plus si c'est 7h ou 8h, mais il y a une heure précise. Donc voilà. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça nous arrive souvent, nous, en tant que journalistes, d'être confrontés à ce genre de conditions, ce qui nous permet de faire sereinement notre travail. Exactement. C'est-à-dire qu'on a les informations et on a la possibilité de recouper, de compléter pendant un certain temps. En général, c'est ça, c'est de l'ordre de 24 heures un embargo, c'est jamais plus. Et on
on remarque quand même que les journalistes respectent cette règle. Oui. Et c'est, voilà, pour nous, ça permet de travailler plus sereinement, ça permet d'être sous une moindre pression temporelle et d'accorder davantage de temps à la préparation et, in fine, d'avoir un article ou un reportage ou un podcast de meilleure qualité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Bertrand Piccard s'apprête à nouveau à réaliser un grand exploit pour promouvoir l'aviation... promouvoir l'aviation verte. L'aviation verte. Voilà. Très bien. Et puis du côté des communicants, un embargo, ça permet de mieux maîtriser sa communication. Alors, je ne suis pas communicant moi-même, mais... Là, on est à la limite entre l'information et la communication, ça c'est sûr. On parle de DAER, alors qui paraît-il pourrait être impliqué dans le projet. Oui, il semblerait, mais on n'a pas le droit de le dire, que DAER ça sera impliqué dans ce projet de Bertrand Piccard. Bertrand Piccard n'est pas tout seul dans ce projet, vous allez voir demain, il y a d'autres noms connus, très connus même. Pourquoi DAER ? Justement, DAER qui va vraisemblablement... Qui est DAER d'abord ? DAER, oui, merci. Alors pourquoi DAER ? On va en parler. En fait, on vous tease un peu, on vous taquine un peu. Il y aura probablement des nouvelles à raconter, des infos à donner du côté de chez DAER demain. Ce sera la conférence de presse annuelle. Oui. Alors qui est DAER ? C'est un avionneur. C'est le constructeur du TBM, de la série TBM 900 qu'on voit ici au premier plan, et qui a racheté il y a quelques années, donc qui est aussi maintenant le constructeur du Kodiak. Alors le Kodiak c'est la marque et Quest c'est le... c'est le contraire. Kodiak c'est l'avion. Kodiak c'est l'avion, pardon, qui est aussi le constructeur du Kodiak, pardon. Voilà. Donc, deux monomoteurs, deux monoturboprops. Donc des avions dont les moteurs sont très puissants, sont des turbines sous le capot, mais à hélice quand même. C'est aussi un spécialiste des aérostructures. Alors, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Une aérostructure, c'est un grand élément de cellule, un grand élément de structure d'avion. Ça peut être un morceau de fuselage, comme ici. Ça peut être des portes de train d'atterrissage. Ça peut être des morceaux d'ailes. Ça peut être des morceaux d'empennage. Je crois qu'ils faisaient le nez de la 380. Oui, voilà. C'était eux qui faisaient le nez. C'est en fait des aérostructures. Ce sont des pièces importantes de l'avion, des sous-ensembles. Le constructeur, le sous-traitant, livre une partie de l'avion ou de l'hélicoptère avec tout un tas d'équipements montés dessus déjà. Et c'est l'objet de la troisième image derrière, donc un partenaire du projet EcoPulse qui est en collaboration avec Safran et Airbus, qui est un projet d'avion modifié pour tester ce qu'on appelle la propulsion répartie. Donc plusieurs petits moteurs. Donc là, effectivement, l'avion a gardé son moteur principal au milieu, mais on voit que sur les ailes, il y a plusieurs petits moteurs. Voilà. Plusieurs petits moteurs électriques, en l'occurrence. Donc il s'agit de tester une architecture hybride, donc avec de l'électricité et de la propulsion distribuée, répartie. En anglais, ce serait distribué, je pense qu'on devrait plutôt dire répartie. Ça permet de mieux répartir les masses, de mieux assurer les écoulements aérodynamiques autour de l'aile. On souffle l'aile. On dit qu'on souffle l'aile. Et puis également contrôler l'avion, la trajectoire de l'avion aussi. Tout à fait. Donc on peut imaginer de contrôler la trajectoire de l'avion avec des différences de poussée entre ces moteurs, des différences de puissance entre ces moteurs. Et donc on pourrait se passer ou diminuer la taille de l'empennage. D'habitude, c'est l'empennage de l'avion qui sert à contrôler le lacet. Et qui est une source de traînée aussi. Une source de traînée. Donc on pourrait diminuer la traînée. Grâce à la traînée, donc c'est ce qui freine l'avion. C'est ça. On peut aussi, grâce aux moteurs qui sont en bout d'aile, donc là on les voit en bout d'aile, on peut aussi réduire significativement une traînée, une forme de traînée qui s'appelle la traînée induite, et qui se situe au bout de l'aile, ce sont des tourbillons au bout de l'aile. Si on y met des moteurs, on la maîtrise, on peut virtuellement l'annuler. Donc un projet important en vue de futurs avions commerciaux. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que l'EcoPulse, c'est un projet qui rentre dans le cadre du CORAC, dont on a parlé tout à l'heure, et qui réunit des poids lourds, Airbus, et puis Safran aussi. Safran, oui, tout à fait. Donc, encore une fois, c'est l'exemple de la collaboration entre des industriels de différents niveaux, mais sur un projet très, très ambitieux, commun. Donc on peut, alors différents niveaux, on peut dire effectivement Airbus, Safran, des très gros. DAER, une entreprise de taille intermédiaire. Enfin, j'ai plus en tête le nombre d'employés, mais c'est quand même plusieurs milliers. Donc, c'est plusieurs milliers. Sensiblement plus petit que Safran et Airbus. C'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires, je crois. Ouais. Donc c'est pas non plus une toute petite entreprise. Donc on aura sans doute des nouvelles de l'EcoPulse demain. Ah oui, on aura conférence de presse. On a déjà des nouvelles des livraisons du TBM. C'est ça, les chiffres ont déjà été diffusés. Donc est-ce qu'ils se sont bien vendus en 2023 ? Alors. Deux choses. Ils se sont très bien vendus
Et malheureusement pour Daher, les livraisons ont été en dessous des objectifs parce que les équipementiers ne suivent pas le rythme. C'est-à-dire que les équipementiers, on pense à la turbine qui est fournie par Pratt & Whitney Canada. On pense aussi à la suite avionique qui équipe ces avions, qui est fournie par Garmin. Voilà, c'est les deux gros équipementiers. Il y en a d'autres. Et eux ont du mal à suivre les cadences. Et donc, Daher aurait pu livrer beaucoup plus d'avions cette année. Du coup, son carnet de commandes déborde en 2025 déjà. Donc, le plan de charge pour les deux usines, puisqu'il y a une usine à Tarbes, plus l'autre usine à Sandpoint aux États-Unis, les deux usines, elles, vont tourner sont pleines. Mais bon, pour l'instant, les clients doivent patienter parce que les équipementiers n'arrivent pas à suivre la cadence. Donc décidément, les problèmes de chaîne de fournisseurs, de réseau logistique sont décidément généralisés. C'est pour tout le monde pareil, et tout le monde est logé à la même enseigne. Et on renvoie pour les chiffres de ventes et livraisons de 2023, on renvoie un article récent d'Aérobuzz. Et puisqu'on parlait de chaîne logistique, de réseau de fournisseurs, donc Daher a du mal avec ses propres fournisseurs. Et ce serait intéressant demain de poser la question, et vous, est-ce que vous êtes à l'heure dans vos livraisons à Airbus et à Dassault par exemple? C'est ça. Et puis je reviens à l'EcoPulse, donc je disais qu'on aurait des nouvelles de l'EcoPulse, de son programme d'essai en vol demain. On l'attend avec d'autant plus d'impatience que c'est un programme qui s'étale sur des années, qui a été lancé en 2019 et qui illustre la lenteur des progrès technologiques en aéronautique. En partie parce qu'il faut faire très attention, en partie parce que les enjeux de sécurité sont considérables. On dit toujours, par rapport à une voiture, un avion ne peut pas s'arrêter sur le bas-côté si on est en panne. Bon, c'est en partie pour cette raison, mais les projets s'étalent sur des années. Et là, il s'agit d'un avion modifié. On n'a même pas créé un avion à partir d'une feuille blanche. Projet lancé en 2019. Et il a fallu attendre 4 ans de plus pour entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire des essais en vol qui mettent en jeu enfin ces petits moteurs électriques. 4 ans. Donc on espère qu'il a progressé et qu'on en saura plus demain. Ça, c'était pour Daher. Si vous nous rejoignez maintenant, écoutez, on est un peu dans la dernière ligne droite. Ouais. En courte finale. Donc on va faire attention, on respecte. Il y a le pilote aux commandes et puis il y a le pilote monitoring. Voilà. Alors, les rôles s'échangent souvent là. Voilà. Alors, le problème c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on se marche sur les pieds. On vient de parler de Daher, dont on aura des nouvelles demain lors de la conférence de presse annuelle. Et si on parlait des prochaines émissions, et là on va prendre le temps parce que je pense qu'elles seront vraiment intéressantes, assez originales, avec de super invités ou experts ou experts. Donc est-ce qu'on peut parler des prochaines émissions? Alors effectivement, on a un programme d'émissions très dense dans les semaines à venir. Donc les émissions du mardi, la classique Jump Seat. La semaine prochaine, c'est toi à nouveau qui est sur le plateau avec un invité, Maxime Puteaux, alors que vous allez parler de SpaceX. Donc une émission espace, de temps en temps sur Jump Seat on parle espace. Et alors la dernière fois on était avec Jérôme Bonnard, on avait parlé tous les deux, on avait échangé sur le spatial européen. On avait beaucoup parlé d'Ariane 5, d'Ariane 6, peut-être on avait essayé de faire un peu de vulgarisation à la Michel Chevalet. Et bon apparemment ça a marché. Apparemment, ça a marché. Allez voir sur TikTok et sur YouTube aussi et sur Instagram. Votre vidéo bat des records. Vous êtes en train de devenir des influenceurs, méfiez-vous. Donc on a beaucoup parlé de fusées européennes et on parlera de SpaceX qu'on présente. Ça sera un peu, vous allez raconter l'histoire de SpaceX. Oui. Alors on aura Maxime Puteaux, qui est un grand spécialiste de chez Euroconsult, qui comme son nom ne l'indique pas est une entreprise de conseil dans le domaine du spatial, qui publie des rapports, qui organise des cycles de conférences, notamment un grand événement annuel tous les ans à Paris en septembre, sur l'industrie des satellites et tout ce qui va autour. Donc quand on dit satellite, bien sûr, on dit lanceur, on dit fusée. Donc dans les sujets qu'on va aborder, bien sûr, on va avoir un point de vue un peu européen, mais on va se pencher sur l'histoire de SpaceX, sur la persévérance dont l'entreprise, notamment Elon Musk, qu'on entrevoit en à droite de la vignette, sur la persévérance qu'il a fallu pour arriver au niveau actuel de SpaceX, au niveau actuel de fiabilité et au niveau commercial, au niveau des parts de marché qu'ils ont aujourd'hui. Persévérance parce qu'ils ont subi un grand nombre d'échecs. Et on peut même dire que par rapport à une vision européenne,
l'échec, ça fait partie du processus. Exactement. De progrès. Alors en Europe, on le dit parfois, on le fait peu, et dans le domaine spatial, on le fait pas du tout, parce que je suis le premier à reconnaître que voir une fusée exploser, ça fait mauvais effet. Bon, vu de SpaceX, c'est différent. Une grande persévérance au début du projet. SpaceX, qui est bien une entreprise qui a été lancée par Elon Musk. Dans le cas de Tesla, on fait souvent la confusion. Tesla, il a repris l'entreprise. Dans le cas, bon, même si après il en a fait ce qu'on sait aujourd'hui, dans le cas de SpaceX, non, il a vraiment créé l'entreprise. On va parler bien sûr de la technologie du réutilisable ou du semi-réutilisable pour être équitable, puisque c'est le premier étage qui est réutilisable de façon tout à fait spectaculaire. Qui vient se reposer, c'est ça. Hein. Premier étage qui vient se reposer tout à fait sur une barge en général, sur une sorte de péniche sans pilote. Ou sur une base. On va parler aussi des liens de SpaceX avec la NASA, puisque ce sera intéressant d'entendre Maxime Puteaux là-dessus, puisqu'il a un avis assez nuancé. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais en fait, SpaceX a bénéficié de technologies que la NASA lui a données ». Eh bien, on verra avec Maxime Puteaux que c'est plus nuancé. C'est pas faux, mais attention, ce serait trop simple de le dire comme ça. Et puis on va parler bien sûr de l'influence que le modèle SpaceX a aujourd'hui et aura encore demain sur toute l'industrie spatiale mondiale et européenne. L'industrie spatiale, depuis 2014 en Europe, se construit en réaction à SpaceX. Réaction dans le sens où il y a un nouveau joueur, un nouvel acteur, il faut en tenir compte et on ne peut plus continuer à faire comme on faisait avant. Et donc il y a toute à la fois sur le plan technique et sur le plan de l'organisation. Et donc tout ça, on va en parler la semaine prochaine avec Maxime Puteaux. Donc, alors, venez nous voir. Je précise à Elliot Beer qui demande prochain invité Elon Musk. Alors oui, je te confirme que c'est Elon Musk, mais Maxime Puteaux, c'est un nom d'emprunt. C'est pour éviter d'avoir trop de problèmes là autour du studio. Donc bien sûr, Elon Musk sera là, mais nous on l'appellera Maxime Puteaux. Plus sérieusement, Maxime Puteaux, qui est un expert reconnu du domaine, et qui aura plus de recul qu'Elon Musk en aurait eu. Mais on va aussi parler du personnage d'Elon Musk, bien sûr. Ah oui, bien puisque sûr. il y a bien une patronne de SpaceX. Je crois que son titre officiel, c'est directrice des opérations, qui s'appelle Gwen Shotwell. Son nom de famille, c'est Shotwell, qui fait bien sûr un énorme travail. Mais Elon Musk est toujours, d'une certaine manière, aux commandes. Elon Musk n'est pas juste là pour la supervision ou le financement de SpaceX. Non, il est très impliqué. Ça devrait être une émission passionnante parce que c'est vrai que le personnage est assez extraordinaire, clivant évidemment, mais assez extraordinaire. Donc rendez-vous donc la semaine prochaine, on sera le 13 février à midi, ici même, SpaceX. La semaine d'après, ça va être du lourd aussi, puisque... Un gros avion de transport, c'est ça ? Voilà, l'A400M, avec sur le plateau, ce sera Frédéric Lert à ta place. Notre expert du militaire, donc avion de transport militaire. Et donc Frédéric a invité sur le plateau Éric Isoire. Alors Éric Isoire, c'est l'ingénieur d'essai en vol du programme A400M. Il a participé au premier vol de l'A400M et il a fini sa carrière comme directeur des essais en vol chez Airbus Defence and Space. Voilà. Pas mal. Éric Isors, qui sera notre invité. Donc c'est une émission prometteuse et donc ce sera, comme c'est écrit, le 20 février à 12h, ici même. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a donc fait moi, le tour de nos actualités du jour. Je vais vite aller prendre mon train pour être à l'heure demain matin à Paris. Toi, tu le prends un petit peu plus tard, je crois. Très bien, bon voyage, Gilles. Merci. À demain matin chez. Et puis donc, je vais utiliser, comme va me le répéter le contrôleur à l'arrivée à Paris, le moyen de transport le plus écologique. Donc voilà, on y a droit à chaque voyage. Donc merci la SNCF. Merci les viewers, merci le chat d'avoir été présent et actif. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux de la galaxie, y compris TikTok, Twitch, Instagram, X, anciennement Twitter. Twitch, où nous sommes actuellement. LinkedIn aussi. On est très présent sur LinkedIn. On est sur LinkedIn. Continuez à nous suivre, continuez à vous abonner, continuez à être présent à toutes nos émissions du mardi et les autres. Pensez au lâcher solo du vendredi, bien sûr. Au plus tard, à mardi prochain midi, pour parler espace. Et puis merci à Martin, là-bas derrière. Merci Martin pour l'AREA. Salut. Merci, salut.